Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7, même fréquence à Labé. Vous êtes du côté de Bokeh, c'est la même fréquence à Kankan, 99 en modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Kankan, Kindia plutôt, c'est Kaniazik qui relaye cette émission. Le débat continue avec notre invité, Monsieur Sidia Touré, il faut le rappeler, un président de l'UFR. Les velléités donc de modification ou de changement constitutionnel en Guinée face à la détermination des partisans de l'actuel chef d'État, Alpha Condé, de créer les conditions permettant à leur champion de prolonger donc son bail à la tête du pays au-delà de 2020. L'opposition guinéenne tente de remobiliser donc ses forces et peaufine ses stratégies en synergie avec une frange d'acteurs de la société civile. Les trois blocs de l'opposition guinéenne, OR, SCOD et CPR, ont décidé donc de mettre en place un vaste mouvement destiné à contrer les manœuvres qui sont celles du pouvoir en place, allant dans le sens à offrir un mandat de plus au président Alpha Condé. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ça s'appelle, a été récemment lancé à Conakry. Que faut-il s'attendre? Nous posons toutes ces questions ce matin à notre invité. Par quel moyen les forces vives du pays comptent-elles enrayer donc les velléités du changement constitutionnel en Guinée? Et quelle sera la position de l'UFR? Nous continuons le débat, mon cher Titi, avec notre invité ce matin, M. Tita Touré. On va aborder après avec Monsieur le Président de l'UFR l'actualité concernant le bras de fer, entre un député donc de l'Assemblée nationale et le corps des magistrats. Je veux parler ici de l'honorable Amadou Damaro Camara. Et les magistrats sont vent debout contre Amadou Damaro Camara depuis ses récentes déclarations sur nos antennes. Il demande désormais la levée de son immunité parlementaire. Quel regard vous portez sur cette actualité? Écoutez, chacun reste dans son rôle. Les magistrats sont les magistrats, les hommes politiques sont les hommes politiques. Je pense que chacun de nous a un terrain d'activité. Le magistrat, c'est-à-dire le corps judiciaire, c'est le troisième pouvoir de ce pays. Quand on est député, vous êtes dans le second pouvoir. Donc j'estime que chacun doit jouer son rôle. Et que vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans la gestion de la justice guinéenne à ce niveau. Et normalement, ça devrait déboucher sur un rétablissement de la vérité. Si ce qui a été dit est vrai ou pas, ou s'il y a une réalité de... expulsé de la maison qu'il occupait dans des conditions jugées un peu brutales. Ouais. Alors, quelle analyse vous en faites? Ensuite, la deuxième question, c'est elle est relative au Parlement actuel. Vous avez décidé de siéger, vos députés ont décidé donc de siéger. Quelles sont les conditions qui ont prévalu à tout cela? Parce qu'il y avait tout de même débat. C'est pas la peine de rappeler que Dr Faya s'est fait embarquer pour cette raison, parce qu'il s'opposait justement à ce que l'Assemblée nationale actuelle siège dans ces conditions-là. Ben, sur la première question, je déplore ce qui est arrivé avec le ministre Tal, parce qu'il y avait des moyens de gérer tout cela. Mais bon, je ne veux pas aller dans des détails concernant des choses de ce genre. Ça a un lien avec son attitude politique. Sinon, il y a plein de gens ici qui sont dans plein de maisons qui ne payent même pas de loyer. Donc, ça, c'est une question que je veux laisser passer et m'intéresser à la deuxième question qui portait sur la décision de votre du parti de siéger. Je me suis opposé personnellement à ce qu'on siège à l'Assemblée nationale, honnêtement. Mais nous avons eu des débats d'abord entre nous avant de rencontrer les gens de l'UFDG. Ma position n'a pas été acceptée telle qu'elle, parce qu'il y avait des velléités que nous pouvons retrouver au niveau du RPG par exemple, d'être seul à l'Assemblée nationale et de faire passer des textes. Nous avons une série de choses que nous devons mener pour lesquelles les gens ont estimé qu'on devait être là. Ouais. La réalité, elle a été déplacée. Les institutions sont renouvelées en ce qui concerne l'Assemblée nationale tous les 5 ans. Ouais. Et vous avez une institution principale ici qui, malheureusement, dans le cas de la Guinée, détient les cordons de la bourse, devrait délivrer l'argent nécessaire pour que les élections se fassent à date.
quand on parle des problèmes de la Guinée, je suis toujours ulcéré du fait qu'on ne compare pas aux autres. Ouais. Le Mali est en guerre, ils tiennent leur élection à date. Le Sénégal n'a pas de guerre, d'accord, mais ils tiennent tous ces pays qui sont autour de nous. Même les plus, je ne sais pas, bizarres, ont des élections à date. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas? Alors, une fois que cela n'est pas fait, on vient poser des questions pour savoir comment ça se fait, pourquoi vous n'avez pas fait ceci. Il fallait tenir les élections à date prévue. Nous avons passé, n'oubliez jamais, 3 ans ici, en manifestant dans les rues pour obliger ce gouvernement à organiser des élections législatives en 2013. Il s'est passé plus de 7 ans pour qu'on puisse avoir des élections communales tripatouillées dans tous les sens, mais 7 ans se sont écoulés. Donc c'est ça le fond du problème, c'est pas la manière dont les gens ont réagi par rapport Est-ce que vous avez manqué de pression cette fois-ci? Si en 2013 vous l'avez fait. Écoutez, on ne peut pas être permanent. Pour la tenue des législatives actuelles, vous savez très bien qu'elles ne se tiendront pas. On ne peut pas non plus passer sa vie à faire que ça. Les institutions, on a écrit des textes qui sont très clairs et qui disent cela doit être respecté. Les élections, on dit à telle date, vous les organisez. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans de manifestation pour ça. Mais vous savez, la première conséquence peut être le glissement des calendriers. Aucun lien. C'est aucun lien. Mais si les élections ne se tiennent pas en 2019, les élections les élections législatives, puisque c'est pas sûr qu'elles se tiennent en 2019, eh bien, il se peut que les présidentielles également ne se tiennent pas à date. Dans le cas du président de la République, quand la date de prestation de serment est arrivée, le jour J, il n'y a plus de président de la République en Guinée. C'est fini ça. Bien. Alors, Sidia Touré, notre invité ce matin, allez-y. Alors, moi, je comprends bien cette présentation que vous faites, mais le cas guinéen ne sera pas exceptionnel, ce ne sera pas un cas particulier. Ailleurs, on a vu des glissements de calendrier. Faya Milmouno a trouvé, avec le bloc libéral, ils ont trouvé une formule très très belle. Si vous glissez, il va glisser, et puis la Guinée va tomber. Personnellement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette décision qui consiste à aller siéger pour éviter que l'Assemblée nationale se retrouve monocolore et donc faire passer des textes assez importants pour la République, est-ce que cette décision ne se rend pas complice, ne va pas donner un argument au président de la République, à la mouvance, pour pouvoir s'étaler au-delà de 2020? Il y a les principes. Mais vous voyez bien que dans un contexte où on ne se fait pas confiance mutuellement, il y a fort à parier qu'on puisse tendre vers cela. Ce n'est pas un problème de confiance. On a une constitution qui dit que le mandat se termine à telle date. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Qui n'a pas souvent été respectée, cette constitution. En ce qui concerne la présidence, oui, d'accord, mais ceux qui ne respectent pas la constitution, on les connaît. Oui, mais posez-leur la question. Dans le cas où... Nous sommes manifestés dans la rue pour faire en sorte qu'on puisse tenir les élections en 2013. Nous avons protesté, on a fait tout, mais enfin l'opposition dans tous les pays dont je vous ai parlé tantôt ne passe pas le temps dans la rue pour demander qu'on applique la Constitution. En ce qui concerne la présidentielle, je vous dis encore, je vous le redis, il n'y aura pas de glissement. Parce que quand on glisse, comme dit Faya, on tombe. Donc non, nous n'admettrons pas cela. S'il faut que les gens reviennent dans la rue, ils reviendront dans la rue. Autrement, vous l'avez dit, s'il faut que les gens reviennent dans la rue, vous reviendrez. Parce que je voudrais bien savoir quels moyens vous disposez aujourd'hui. Vous êtes en train d'insister sur la présidentielle, mais est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a d'abord le processus des communales qui n'est pas arrivé à terme. Il y a ces législatives dont on ne connaît pas si elles auront lieu cette année ou pas. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un travail préalable à faire avant de se pencher sur la présidentielle de 2020? Oui, c'est ce que nous faisons, puisque nous sommes en train de nous réunir à tous les niveaux, au niveau des partis politiques, mais également en élargissant le débat vis-à-vis de la société civile et autres. Nous avons des réalités ici qui sont les réalités guinéennes, à savoir que le président de la République, qui est normalement l'organisation fêtière, est chargé de veiller sur l'application de la Constitution, c'est lui qui foule ça au pied tous les jours. Donc la réalité de la Guinée, elle est celle-là. Bon. Bien, allez-y, mon cher. Pour rester toujours dans le même sillage, il y a que vous l'avez dit, on n'est pas sorti des élections communales parce qu'il faut parachever le processus en mettant en place les conseils régionaux, les conseils de quartier et de district. Il y a aujourd'hui comme des velléités de modifier le code électoral qui a été révisé, auquel votre parti d'ailleurs s'était opposé, si je m'en souviens très bien. Aujourd'hui, comment vous voyez cette problématique? Le ministre Boué Makonde estime donc
qu'il faut prendre le temps qu'il faut prendre pour installer ces conseils régionaux et ces conseils de quartier, alors que la loi est claire en la matière. Est-ce que c'est une préoccupation chez vous, à l'UFR et au niveau de la CODE? Mais bien sûr, puisque vous l'avez très bien dit, nous étions le seul groupe parlementaire à nous opposer au vote de cette loi. À l'époque, on a eu des débats à titre personnel. J'ai discuté pendant plus de 2 heures avec Alpha autour de cette question. Je leur avais dit que ça ne fonctionnerait pas. Notamment en ce qui concerne le problème je viens de vous parler des élections. Comment vous voulez qu'un juge de première instance puisse clôturer complètement le débat sur un processus électoral et que vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin, ainsi de suite. Il y avait plein de choses. Mais le fait est que dans le système Alpha Condé, tout ce qui ne l'arrange pas, que ce soit légal ou pas, écoutez, on fait cela. Voilà. Sinon, je vous assure, moi je suis toujours très gêné de répondre à ces questions-là. Dans les autres pays, ça ne s'oppose pas. La date des élections arrive, on l'applique. Nous avons un code électoral qui a été voté, plus de 2/3 de l'Assemblée nationale. Comment quelqu'un peut dire, moi je vais prendre le temps de l'appliquer, ainsi de suite. On est dans quelle république là? Les grandes gueules. C'est cela. Quel moyen de pression pour obtenir l'installation de ces conseils? Nous avons les mêmes moyens que toutes les oppositions. La rue. Non, nous avons d'autres moyens, par exemple ce que je fais en ce moment, en dénonçant, en parlant à la population, en les avertissant. On ne devrait pas arriver dans la rue parce que, comme je l'ai dit, l'institution fêtière devait faire en sorte que tout ceci soit respecté. Dans le pire des cas, même quand il y a des guerres au Mali et autres, les gens s'arrangent pour que ce genre de choses n'arrive pas, parce que vous affaiblissez l'État dans son entièreté. Et quand vous avez fini d'affaiblir l'État, il ne vous reste plus rien. Bien. Allez-y, Moussa Moïsi. Je vais en placer deux. Un mot sur l'organe de gestion des élections. La CENI, dans sa forme actuelle, dans sa composition actuelle, est-ce que vous avez un peu plus d'espoir pour que cette institution puisse jouer le rôle qui lui est dévolu? Et ensuite, la deuxième question, c'est par rapport à la création du Front National de Défense de la Constitution. Alors, il y a l'opposition républicaine, il y a le bloc politique auquel vous appartenez, la CODE. Et alors, est-ce qu'il y avait besoin de créer un autre front pour défendre la Constitution? Est-elle en danger, Monsieur le Président? Écoutez, il y a, la première partie en ce qui concerne la CENI, il n'y a pas d'espoir. On constate ce qui va se passer et nous réagirons par rapport à cela. L'un des premiers problèmes qui est posé là-bas aujourd'hui, c'est le problème du fichier électoral. Vous le savez tous, on l'a crié Urbit et Torbi, si je veux bien parler comme Tamba. Parce qu'on l'a crié partout. Vous ne pouvez pas avoir dans un fichier 1 574 000 électeurs fictifs et continuer de clamer partout, oui c'est bien comme ça. Non, il y a des choses qu'on n'admettra pas. On ne peut pas faire des élections avec ça. Maintenant, ce qui concerne la deuxième partie, c'est le problème principal auquel on est confronté aujourd'hui. Nous avons un front politique qu'on a appelé la CODE. C'est la convergence de l'opposition démocratique. C'est un front qui réunit les partis qui peuvent faire alliance d'une manière ou d'une autre lors des élections. C'est une chose. Maintenant, ce problème qui se pose est que de plus en plus, on parle de possibilité de modifier la constitution guinéenne. Et nous voyons des velléités un peu à gauche, à droite. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ce que nous avons fait avant. En 2001, nous nous sommes levés ici contre la modification constitutionnelle du président Conté. Nous avons fait le tour de la Guinée. Et nous avons été arrêtés, je me rappelle, en rentrant à Conakry 1 semaine, 10 jours après, en arrivant après l'aéroport. Donc on l'a fait. En 2006-2007, nous nous sommes élevés contre la gestion du pays par le général Conté. Nous avons créé les forces vives en son temps. Et je le dis, je dois le dire et le reconnaître de manière honnête. Lansana Conté nous a permis de tenir 3 jours de débat sur les questions de, comment on va dire ça, des forces vives au Palais du Peuple. Il n'était même pas à Conakry. Il nous a laissé faire le débat. Alpha Condé, moi-même, Bama Madou et d'autres leaders, la société civile, en la personne de Kabele qui à l'époque représentait les avocats, et Madiousso qui était le président de l'OJDH. Donc, nous avons fait cela. Quand les militaires sont arrivés et qu'ils ont voulu se maintenir au pouvoir, nous avons réorganisé le même front, au-delà des partis politiques. Pour dire, attention, il y a un point sur lequel nous ne pouvons pas tergiverser, c'est la possibilité pour l'armée de garder le pouvoir. Donc on a fait un front commun pour nous opposer à cela. Aujourd'hui, ce contre quoi nous nous levons, c'est l'idée de penser que
le mandat présidentiel, qui est de 2 fois 5 ans, peut être modifié pour permettre à quelqu'un de rester au pouvoir pendant toute sa vie. Voilà. La question à ce sujet, c'est plutôt est-ce que vous aviez vraiment besoin d'un front de ce genre? C'est les forces vives qu'on a recréées, il n'y a rien de nouveau. Ouais. Bien. Les forces vives, Alors, sur le combat, avec ce front-là, on a, en tout cas de l'observation que je fais, on a l'impression que on procède par contre-attaque. C'est-à-dire que lorsqu'on conçoit que le pouvoir en place, la mouvance présidentielle, va vers une activité, on se prépare à lui répondre par de la contre-manifestation. Depuis le départ, c'est un peu ce qu'on est en train d'observer. Est-ce la stratégie que vous développez, ces contre-manifestations, ou est-ce qu'il y en a une autre que vous comptez mettre en œuvre, justement pour éviter ce genre d'affrontement comme on a commencé à en voir, et que d'ailleurs le président de la République a appelé l'heure des affrontements? Non, c'est pas ça qu'il a appelé l'heure des affrontements. Lui, il a demandé que ces militants aillent à l'affrontement avec les autres. Je ne vois pas un président de la République annoncer des choses apocalyptiques comme ça pour son pays. Donc c'est bien dramatique. En ce qui concerne la stratégie du front est en train d'être élaborée. Mais on la connaît. En 2009, on a vu ce qui s'est passé. J'espère qu'on n'aura pas de problème de ce genre. Actuellement, ce qui se passe, c'est que il y a autour du président Alpha Condé des gens qui organisent par-ci, par-là, des manifestations tendant à faire croire que la population supporte l'idée d'un troisième mandat. Ouais. Ces populations, à la base, dans ces villes-là, parmi elles, il y a des gens qui se lèvent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Qui se lèvent. Ben oui. De façon spontanée. Spontanée ou naturel. pas spontanée. Les grandes gueules. Est-ce que ce n'est pas Ils font ça, ils le font de non, manière spontanée. Non, c'est parce que organisé. la question, l'observation à faire, c'est provoquer. Non, qui provoque qui? Je veux dire, ils sont amenés à se lever. Le reproche. Par vous, moi, je sais par pas. Je vous ne du sais pas. front. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, d'après la constitution de la République de Guinée, quand je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je me lève et je dis je ne suis pas d'accord. Mais monsieur le président, il y a un reproche que problème vous faites- fermé, Moussa Moïse. Celui des contre-manifestations. Vous vous rappelez dans ce studio chaque fois que l'opposition sortait pour manifester et que le pouvoir provoquait de la contre-manifestation, C'était dénoncé. vous le dénonciez, nous le dénoncions. Les grandes Mais ce qui est en train de se faire aujourd'hui, et c'est en tout cas pour le moment, c'est la stratégie qu'on est en train d'observer, les mêmes acteurs politiques qui dénonçaient provoquent de la contre-manifestation, ce qu'ils dénonçaient avant est admis aujourd'hui contre la question du troisième mandat. Honnêtement, je ne sais pas où vous allez avec le raisonnement que vous Ah bah c'est pourtant l'observation faite Non, je n'ai sur pas. le terrain. Est-ce que vous demandez... Attends. Est-ce que vous demandez à vos militants, partout les où il y a des pro-référendum, allez-y Non, nous disons saboter à nos militants, Oui. la société civile dit à ses militants, certains partis des syndicats disent à leurs militants, les observateurs de la société civile comme les chanteurs comme Takana disent à des gens, quand vous verrez des gens qui viennent pour demander le troisième mandat, dites que vous n'êtes pas d'accord avec le troisième mandat. Il n'y a que ça qui se passe. Allez-y, Alors, Jacques Lévy. on va revenir sur Non, je ris on parce revient que sur l'organisation tendance simplifiante. Oui. Mais c'est ce qui se passe. Les gens qui sont Non. contre disent non. Allez-y, Thomas. Moi, je voudrais vous ramener sur le FNDC, l'organisation elle-même de ce front. On sait qu'il y a des partis politiques, mais également des organisations de la société civile. Vous avez bien fait de faire une comparaison avec les forces vives, sauf que les forces vives de 2006 et même celles que nous avons vues en 2009, on avait compris qu'il y avait une espèce d'unité. Il y avait tout le monde presque dedans. Les grandes plateformes de la société civile étaient là. Mais là, vous êtes avec la PQD. Et la deuxième comparaison que je fais, c'est que les forces vives avaient deux porte-paroles. Il y avait un de la société civile et un des partis politiques. Là, vous hésitez, vous dites, bon, vous vous mettez en retrait. C'est la société civile qui va apporter le combat et puis vous êtes derrière. C'est quoi cette hésitation? Ou bien il y a un problème de leadership à faire porter par un leader de parti politique? Franchement, je ne comprends pas. Nous avons une plateforme. Ce n'est qu'une plateforme.
Comme les forces vives, c'était une plateforme aussi. Les forces vives. Mais il n'est pas dit que nous devons dupliquer exactement la manière dont les forces vives ont... Et nous venons de commencer cela. Ça a été mis en place le 3 avril. Hein, c'est ça? La société civile, il y a par exemple l'absence du Conseil national. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Le CNOSC donc, qui était avec vous au sein de grandes gueules. Qui n'est pas avec vous cette fois-ci. Est-ce que vous ne trouvez pas que votre combat n'est pas encore porté par une frange partie de la population guinéenne? Nous sommes le combien? Le 18 Le 18 avril 2019. Ça fait juste 2 semaines. Je me rappelle, avant qu'on arrive aux manifestations en 2007, on a pris 6 mois pour nous réunir avant d'aller dans la rue. Donc, laissez tomber, il y a 2 semaines, laissez les choses évoluer. Bien. On a fait toujours par rapport au front. D'autres y seront, d'autres n'y seront pas. Mais je vous dis encore une fois, dans le cadre du front, c'est pas une alliance politique. Donc des gens comme, je ne sais pas, les chanteurs, les machins, s'ils veulent adhérer, si vous-même à titre de journaliste vous êtes connu et que vous dites, diront, moi je vais adhérer au front parce qu'il s'agit de combattre l'idée d'un 3e mandat, vous êtes bienvenus. Bien. Pour revenir toujours aux stratégies, hein, parce que Tamba a insisté là-dessus, moi personnellement, du point de vue de mes observations, donc j'observe que pour le moment, heureusement, le président Sidi a dit que la stratégie est en train d'être élaborée. Donc on attendra de voir comment, de quoi elle va retourner et comment elle va déployer sur le terrain. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que déjà au sein du front, est-ce que vous avez à l'ordre du jour, dans la perspective de vos stratégies, des manifestations donc gigantesques qui vont se tenir à travers tout le pays, aussi bien à Conakry que dans les villes des provinces, pour donc exprimer clairement les positions qui sont les vôtres contre ces velléités? Je dis, nous avons mis 6 mois en 2007 pour ça. Laissez-nous le temps, 2 semaines après, de nous organiser. On viendra vous dire exactement ce que nous comptons faire. Il y a des stratégies. Moi, ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu sur la toile des photos de certains personnages publics et c'est écrit en face des photos, tenez, chers citoyens, ce monsieur est très dangereux. Il est contre la Constitution, il veut modifier ceci. Mais je pense que ça va un peu dans tous les sens. Mais Monsieur le Président, vous avez certainement entendu les arguments développés par ceux qui sont pour la modification constitutionnelle. Selon eux, il s'agit moins de donner un mandat à vie au président Alpha Condé ou un 3e mandat au président Alpha Condé que d'épurer la constitution actuelle qui comporterait assez de contradictions en elle-même, assez de défaillances. Et l'autre argument développé, c'est que la constitution, c'est pas un livre saint, qu'on peut toucher certaines de ses parties. Aux États-Unis, Damaro l'a dit, je pense à une vingtaine d'amendements. En France, 24 fois. Donc, quelle analyse vous faites de ces arguments? Non, je crois que honnêtement, c'est un débat totalement inutile à mon niveau, à la mesure où nous savons tous pourquoi est-ce que ce problème est posé. Nous le savons tous. Ouais. La seule et unique raison, c'est de donner la possibilité à un individu de rester au pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste là, c'est juste des déclarations, des trucs de ce genre. Revenons là-dessus un peu. On vous dit, on va changer la Constitution. Mais on a eu 9 ans. Alpha, en arrivant au pouvoir, il a regardé cette Constitution, il l'a lu. Il aurait pu dire, écoutez, vous, mes parents, mes Guinéens, là, asseyons-nous, regardons ce document, il n'est pas bon, on va le changer. Vous attendez la veille du moment où votre mandat finit, vous dites, ce document sur lequel moi j'ai juré une fois, lequel j'ai juré deux fois. Ouais. Et nous avons mis tout ce qu'il faut pour mettre des institutions en place. J'ai gouverné le pays dans des conditions dont on peut parler. Vous dites maintenant, non, il faut changer. Parce qu'il faut qu'on y introduise des éléments nouveaux qui me permettent de rester au pouvoir. Il n'y a rien d'autre dans cette documentation, dans ce débat, dans cette discussion, que la possibilité pour Alpha de rester au pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez raconter ça autant de fois que vous voulez. Les fois où les gens ont pu améliorer leur constitution, ont pu changer leur constitution, c'était pour améliorer. Le président Macky Sall est arrivé, il a été élu, je crois dans l'année, il a fait une réforme constitutionnelle pour ramener le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Ouais. Là oui, quand même, ça c'est pas personnel. Ce qu'on ne peut pas faire en matière de loi, c'est faire quelque chose pour soi-même. La loi, elle est impersonnelle. Vous ne pouvez pas arriver, maintenant que mon temps est fini, il faut qu'on recrée quelque chose qui me permet de perpétuer ma position dans ce pays pour le restant de mes jours. Ça, vous êtes tout de même d'accord qu'une frange de l'opinion et une frange de nos compatriotes ont le droit de s'exprimer en faveur
d'une telle option? Je pose la question. Je n'ai aucune possibilité d'empêcher quelqu'un de s'exprimer. Je ne cherche même pas ça parce que le débat est démocratique. Ma question, monsieur le Président, Les grandes gueules. est-ce que les partisans d'Alpha Condé, à commencer par le gouvernement, par le parti qu'il a porté au pouvoir, et tous ceux qui se reconnaissent dans son action et qui le portent dans leur cœur, tous ces Guinéens, vous pensez qu'ils ont aussi quand même leur droit de s'exprimer en faveur d'une modification de la Constitution ou d'un changement de Constitution? Écoutez, moi je laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer. J'ai beaucoup de respect pour certains amis du RPG que je connais bien. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas le RPG qui porte ce projet. Ce sont des individus qui, à coup d'argent, vont dans des quartiers. Nous l'avons vu dans nos différentes régions, du Breka, Bofa, ainsi de suite, qui la nuit passent pour distribuer des pagnes, qui donnent de l'argent. Pour donner de l'argent, il faut porter des pancartes. Ou bien on va prendre des femmes au port ici pour les amener jusqu'à Bofa dans des cars, ainsi de suite. La réalité, elle est celle-là. Ce que je vous dis, en tant que Guinéen, en tant que leader politique, je considère que j'ai un devoir sacré vis-à-vis de mon pays. C'est de ne pas permettre qu'une telle forfaiture puisse se faire. Ça, c'est ma position. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.